On est ensemble jusqu'à 13h, vous le savez, Sud Radio, le 12-13 de l'été, avec maintenant notre autre sujet, c'est cette 4e vague du Covid qui submerge les Antilles et frappe aussi de plein fouet le sud de la France. Alors aujourd'hui, dans l'agenda, Jean Castex est dans l'Aude, à Carcassonne ce matin, à Leucate, au bord de la Méditerranée cet après-midi, parce que l'Occitanie voit ses services de réanimation sous tension. Emmanuel Macron a lui tenu un conseil de défense ce matin, on va y revenir. Alors Nouvelle-Aquitaine également, c'est le plan blanc dans les hôpitaux qui a été enclenché, alors que, et ça aussi c'est un phénomène qui est assez étrange, on apprend que des jeunes cherchent eux des clusters pour pouvoir contracter le virus. Alors est-ce que c'est un épiphénomène ou pas? On va en parler, Marine, avec tous nos invités qui sont avec nous aujourd'hui. Oui, alors à 12h40, Mireille Robert, députée de LREM, va revenir sur la visite de Jean Castex dans l'Aude. Mais tout de suite, nous sommes avec Jacques Rennes, qui est médecin infectiologue et responsable du service des maladies infectieuses au CHU de Montpellier, et Patrick Dehaille, qui est conseiller médical du directeur général de l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Occitanie. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jacques Rennes et Patrick Dehaille. Alors je vais commencer avec vous, professeur Rennes, parce que donc la situation en Occitanie. Alors je reprends les chiffres qui ont été communiqués et je voudrais qu'on y revienne sur ces chiffres. Actuellement en Occitanie, on est à 412 contaminations pour 100 000 habitants. C'est le taux d'incidence, pardonnez-moi. Et dans votre département à Montpellier, dans l'Hérault, on est à 601 pour 100 000 habitants. C'est-à-dire que la situation se dégrade de manière exponentielle. Est-ce qu'il faut véritablement se dire on est devant une situation qui va s'empirer? Alors effectivement, dans la dernière semaine, on a eu une très forte progression. Et si les projections qui ont été faites, en particulier après les études de Pasteur, on n'est pas au sommet. Donc, et on sait très bien qu'il y a un décalage toujours entre les progressions de nouveaux cas et les hospitalisations et passages en réanimation. Donc, on peut s'attendre à avoir une pression qui risque encore de monter. Et là, nous sommes vraiment en tension, donc avec une adaptation évidemment de l'établissement du CHU de Montpellier en fonction de ceci pour ouvrir des secteurs nouveaux Covid. Mais effectivement, ça crée des difficultés de fonctionnement, pas simplement pour les patients Covid, mais aussi pour les autres patients, puisque il faut savoir que sur le littoral en particulier, l'été n'est pas une période tranquille pour les hôpitaux, parce qu'on a une surpopulation liée à la présence donc des vacanciers, et que ces vacanciers, ils n'oublient pas de faire des infections, en particulier diverses et variées, et donc pour nous c'est une période assez agitée. Ouais. Même question avec vous, Patrick Dehaille. Je rappelle que vous êtes conseiller médical du directeur de l'Agence régionale de santé de la Nouvelle-Aquitaine, autre région très touristique. Et donc, depuis hier, vous rejoignez finalement l'Occitanie avec l'activation de ce plan blanc. Il y a des départements plus sérieusement examinés que d'autres aujourd'hui sur le littoral, justement. Alors, la situation en Nouvelle-Aquitaine est un peu différente parce que nous sommes là, en termes de taux d'incidence et de taux de positivité, plutôt sur un plateau depuis quelques jours, depuis une semaine, on va dire. D'accord. Avec des chiffres un peu nettement moins élevés qu'en Occitanie. Mais nous sommes dans une situation, et comme mon collègue le précisait, où on sait très bien que ce qui se passe à un moment donné a un retentissement sur le secteur hospitalier et sur la réanimation 3 à 4 semaines après. Donc, nous sommes, dans une phase à la fois de stabilisation des chiffres. On va voir si ça se maintient à un taux qui est très élevé, mais qui est moins élevé qu'en Occitanie. Ça concerne plutôt des départements du littoral, bien sûr, donc la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, la Charente-Maritime en premier. Mais nous sommes plutôt dans une phase où nous anticipons la suite et où nous essayons d'emblée de donner des leviers supplémentaires, ce qu'a déjà fait l'Occitanie, des leviers supplémentaires aux établissements pour qu'ils puissent absorber le flux de patients en hospitalisation et en réa qui est en train, lui, d'augmenter de manière importante chaque jour davantage. Professeur Rennes, oui, parce qu'en Occitanie, au CHU de Montpellier, peut-être pas encore, mais donc hier a été souligné que les services de réanimation étaient sous tension et qu'il y avait des transferts de patients qui avaient été décidés. Oui, alors les transferts ont commencé déjà. Hier, il y a déjà eu 2 patients du CHU de Montpellier qui ont été transférés sur l'île. Donc, on prévoit effectivement des transferts.
pour s'adapter au fur et à mesure. Donc c'est vraiment une situation compliquée en pleine période estivale où il y a le problème de la pénurie de soignants du fait de la prise de congés. Donc c'est quelque chose de difficile. Justement, parlons de vos collègues dans les services. Vous dites il y a les congés, mais il y a aussi la fatigue. Il y a ces renforts qui sont envoyés aux Antilles, notamment, où on voit aussi que on a besoin de bras. C'est difficile aujourd'hui de mobiliser ou en tous les cas de demander un effort encore supplémentaire aux soignants, professeur Rein. Non, on arrive. Les soignants ont vraiment beaucoup donné et donnent beaucoup. Parfois ils râlent, hein, parce que là, je pense que c'est assez rageant de voir effectivement des personnes non vaccinées qui arrivent encore donc dans le cadre d'une hospitalisation, voire de soins intensifs. Donc c'est difficile de réaliser ça. Alors surtout, ce qui est qu'on a un changement de profil des patients qui sont plus jeunes. Et ça, c'est l'effet en fait de la vaccination des personnes les plus âgées. Mais surtout, il faut voir, et j'insiste beaucoup, j'ai déjà insisté hier à la conférence de presse de l'ARS, c'est que on a une tranche 50 à 65 ans qui se croit sans risque et en fait qui n'est pas vaccinée pleinement, hein, puisqu'il y a 15% qui n'ont eu aucune vaccination. Et donc c'est dans cette population, et on sait pertinemment que c'est à partir de 50 ans que commence la morbidité plus élevée au niveau Covid et qu'il y a beaucoup plus de comorbidités liées au surpoids, à l'hypertension, au diabète. Et donc il faut vraiment inciter cette population à être vaccinée. Parce que la vaccination, on en a beaucoup parlé, mais ça reste un outil extrêmement important pour éviter la problématique de l'hospitalisation et de la réanimation. Ce que vous dites, professeur Rein, c'est que aujourd'hui, on va dire tous ceux qui refusent encore d'être vaccinés, en tous les cas les patients qui arrivent en réanimation, aujourd'hui, ce sont des gens qui ne sont pas vaccinés, on est bien d'accord ? Oui, mais il n'y a pas 15% d'antivax, c'est pas possible. Hein. Donc, il y a un problème d'information. Lesquels, par exemple ? Mais les personnes ne réalisent pas ce qu'est un Covid, hein, nécessairement. On le prend de façon assez... Alors, parce qu'effectivement, il y a un petit pourcentage de patients qui vont avoir une évolution très défavorable. Mais il faut savoir que ça augmente de façon exponentielle à partir de 50 ans, quand on cumule des facteurs de risque. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut être très précautionneux là. Et je pense que ça y est, maintenant c'est lancé cette histoire de pass sanitaire et des trous dans la raquette, puisque c'est une expression maintenant à la mode, hein, où manifestement les personnes se croient protégées et ne prennent plus de précautions particulières en termes de masques, en termes de proximité, de brassage de population. Donc c'est assez navrant. Donc je pense qu'il faut, au-delà d'un élément réglementaire, essayer de faire comprendre aux gens que c'est leur propre personne et leurs proches qui sont en danger potentiel. Patrick Doyle, vous avez le même sentiment, vous, au niveau de l'ARS de la région Nouvelle-Aquitaine, de ce sentiment qu'on est protégé parce que finalement c'est l'été et qu'on peut passer à travers l'épidémie? Oui, je partage totalement les propos de mon collègue. C'est absolument cela qui se passe aussi chez nous. Alors, effectivement, vous avez posé une question sur les hospitalisés à l'heure actuelle. Oui, plus que très majoritairement, ce sont des personnes non vaccinées. L'adresse a publié des chiffres. Plus de 85% des patients en réanimation sont non vaccinés. Donc, il n'y a 85%, hein, vous dites 85% des gens qui sont en réa dans les hôpitaux nouvelles. Ouais, c'est ça. Ne sont pas vaccinés. Donc la protection annoncée du vaccin contre les formes graves, celles qui conduisent à l'hôpital et en réanimation, est faite. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et effectivement, après, eh bien, les gens veulent vivre à l'heure actuelle cet été un peu comme d'habitude, en faisant un peu moins cas de la situation sanitaire, des mesures de protection qui restent nécessaires même si on est vacciné. J'insiste là-dessus parce que la vaccination n'évite pas les formes bénignes. Hein. On a pas mal de cas, parmi nos collègues d'ailleurs aussi, de soignants doublement
vaccinés qui vont développer des formes bénignes, pour le coup, mais on sait que ça existe, donc il faut à la fois se faire vacciner pour éviter les formes graves et maintenir un certain niveau de gestes barrières au quotidien pour éviter la transmission et aussi d'avoir une maladie qui, quand même si elle n'est pas avec les symptômes les plus sérieux, est assez invalidante. Ouais, la crise sanitaire n'est pas derrière nous et va durer encore plusieurs mois, avertit ce matin Emmanuel Macron. Professeur Reyne, le plusieurs mois, c'est quelle échéance? Alors je sais bien que je vous connais, vous n'allez pas nous dire une date de fin, mais ça va durer des mois. Parti comme c'est parti, on en a vraisemblablement jusqu'à l'automne inclus, on en a pour au moins 3 mois. Après, la visibilité est difficile. Ce qu'il y a, c'est que on est surtout maintenant sur la problématique vaccinale d'adapter, c'est-à-dire ça commence à être évoqué pour les personnes les plus âgées, les plus fragiles, la question de la 3e injection pour ceux qui ont eu des injections il y a 6 mois à peu près, en février et mars, ça va se poser. Et puis c'est l'adaptation aussi éventuellement du vaccin, qui n'est pas à l'ordre du jour immédiatement, mais qui est déjà en préparation vis-à-vis de ces variants qui sont très problématiques, parce que il y a une baisse d'efficacité vaccinale, ce qui suppose la nécessité d'avoir des taux d'anticorps suffisants. Et pour avoir ces taux d'anticorps suffisants, il faut au moins 2 injections et dans certains cas 3 injections. Ça a bien été documenté chez les personnes immunodéprimées, transplantées d'organes notamment, et on le voit très bien aussi dans d'autres cas où les personnes, au bout de plusieurs mois, perdent un peu d'anticorps. Et à ce moment-là, l'utilité d'une nouvelle injection va se faire. Donc, je pense qu'il faut trouver un régime, je dirais, de croisière, mais pour l'instant, on n'est pas dans le régime de croisière encore. Donc, Professeur Reyne, un mois ou un mois et demi difficile. On voit bien la difficulté. Quels sont les arguments que vous trouvez ou que vos collègues trouvent pour les personnes qui n'ont pas voulu se faire vacciner, qui arrivent dans vos services malades? Qu'est-ce qu'ils en disent de cette non-vaccination les concernant? Pourquoi ne pas avoir fait le geste? Il y a des raisons diverses. Ce qu'il y a, c'est que les personnes souvent se renseignent maintenant par bouche à oreille, sur les réseaux sociaux, et puis on mélange tout un peu, c'est-à-dire que il y a la problématique de la vaccination, du pass sanitaire. Je pense que c'est vraiment 2 choses différentes. Il faut vraiment insister. Je crois que tous les intervenants qui sont impliqués dans le cadre qui voient des patients, donc savent très bien et insistent tous sur la vaccination. Le pass sanitaire, il y a des questions politiques et des questions stratégiques. Mais là, actuellement, les 2 messages, c'est la vaccination d'une part pour éviter les formes graves et deuxièmement, la poursuite du masque dans les lieux clos, quels que soient les statuts de vaccination. C'est assez simple. Dans les lieux clos, je dis, parce que sinon, effectivement, on voit tout se balader avec masque mal mis, etc. Donc, il faut le réserver aux situations qui, effectivement, sont problématiques. Et on le sait, quand même, les lieux. Patrick Dehaye pour l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine. Vous aussi, vous voyez arriver et vous arrivez à convaincre ces réticents. Je vous dis ça parce que il y a des remontées du terrain qui montrent quand même on va dire des actes de vandalisme, des agressions vis-à-vis des centres de vaccination, des centres de dépistage. Les chiffres commencent à être pris au sérieux aujourd'hui par les autorités de cette tension. Alors, il y a 2 questions dans votre propos. La communication, effectivement, doit être à nouveau ajustée. Elle est en permanence ajustée d'ailleurs, et elle doit être peut-être un peu plus individuelle actuellement et plus ajustée à certains publics. Par exemple, chez les jeunes, les lycéens ou les étudiants dans les universités qui vont constituer les publics cibles à la rentrée pour, en tout cas, la vaccination on va y de venir masse. aux jeunes. Ouais.
on doit avoir une stratégie de communication qui est bien ajustée avec eux, hein, et on fait appel d'ailleurs aux jeunes pour communiquer à leurs pairs. Alors bon, voilà, il faut aussi faire un travail individuel. Moi, je vois effectivement, comme c'était souligné, qu'il y a plein de raisons différentes qui conduisent les personnes à être non pas résistantes forcément, mais hésitantes par rapport à la vaccination. Et c'est plein de questions variées, multiples. Et là, il faut être extrêmement réactif, chacun d'entre nous. C'est notre rôle, tant dans les établissements hospitaliers que les centres de vaccination qu'à l'ARS, de pouvoir répondre, apporter un éclairage argumenté, basé sur preuves, qui joue un rôle favorable chez les personnes qui hésitent. Chez les résistants qui ont construit leur résistance sur des arguments totalement déconnectés de la réalité, là, c'est très difficile de les convaincre. En général, tout ce qu'on peut dire va être pris à l'envers. Donc, mais pour les personnes hésitantes, et c'est la majorité, c'est très important de le souligner, on trouve effectivement avec des techniques de communication qui sont bien établies en matière de vaccination, hein, d'ailleurs, qui sont connues depuis longtemps, hein, même sur d'autres sujets que la Covid. On trouve des éléments qui souvent permettent de faire pencher la balance du bon côté. Et quand même, je voudrais souligner que la vaccination à l'heure actuelle n'est pas en train de stagner, hein. Nos compatriotes jeunes et plus anciens continuent de se faire vacciner de manière massive. On voit les chiffres qui continuent de progresser, y compris d'ailleurs dans les tranches d'âge les plus jeunes, hein, et ça progresse de manière tout à fait intéressante, et probablement qu'à la rentrée, on va atteindre effectivement des seuils tout à fait satisfaisants pour les publics les plus jeunes. Justement, Patrick Dehaye, il y a cette, on va dire, ce petit phénomène. Alors peut-être que c'est pas, ça peut lui donner de l'ampleur, mais ces jeunes qui cherchent sur les réseaux sociaux des clusters, disent-ils, pour attraper la Covid et ainsi être immunisés. C'est un phénomène marginal qui vous inquiète. Et qu'est-ce que vous leur dites ou dites à leurs entourages d'agir comme ça? Ben voilà, ça fait partie des stratégies de certains jeunes qui sont vraiment anti-vaccins, hein, et qui imaginent que la prise de risque en se faisant contaminer directement par un malade est moins importante que la prise de risque de se faire vacciner. Alors ça, c'est basé sur aucune donnée probante, aucune, ça n'existe pas. Voilà. Ils ont une stratégie qui est à la fois hasardeuse et dangereuse. Alors hasardeuse, pourquoi? Parce qu'individuellement, ils peuvent faire des formes très sévères, très peu effectivement dans cette catégorie d'âge, mais quand même des formes sévères, ça peut arriver, même chez les jeunes. Et puis, même si elles ne sont pas si sévères que ça, on peut avoir des séquelles, y compris chez les jeunes, qui sont très invalidantes ou qui retentissent sur la qualité de vie. Je pense à l'anosmie, le fait de ne plus sentir pendant des semaines et des mois, bah, c'est invalidant. Le fait d'être très fatigué, d'avoir des douleurs musculaires, pour l'activité physique et la reprise du sport, c'est très embêtant. Et on a vu des sportifs d'ailleurs, des sportifs, des compétiteurs qui étaient destinés aux Jeux Olympiques et qui n'ont pas pu reprendre l'entraînement à cause de ces symptômes-là. Donc attention, la fréquence des effets secondaires, enfin des conséquences de la maladie Covid chez les jeunes, elles sont certainement plus importantes que les risques d'effets secondaires dans cette population. Ensuite, il y a une dangerosité pour autrui. La dangerosité pour autrui, c'est que j'imagine que ces jeunes qui s'amusent à faire des Covid parties, alors qui existaient déjà aux États-Unis il y a un certain temps, hein, mais c'est l'équivalent des Covid parties. Ces jeunes-là ne sont certainement pas les plus respectueux des mesures sanitaires imposées ou des gestes barrières. Et donc, lorsqu'ils vont être contaminés, avec le variant Delta en particulier, ils risquent de contaminer beaucoup de monde autour d'eux, parmi lesquels des sujets fragiles qui vont se retrouver à l'hôpital. Il y a une mise en danger d'autrui avec ce comportement. Il faut être très clair, il y a une mise en danger d'autrui. Enfin, alors là, ça ne doit pas tellement les intéresser, mais je le dis parce que c'est important, la protection qui est octroyée par la maladie elle-même, hein, il y a quelques travaux qui montrent que cette protection immunitaire est inférieure à celle qui est obtenue avec le vaccin. Ouais. Donc ça aussi, je veux dire, moi je ne vois pas d'argument. C'est un peu la roulette russe à laquelle il joue, hein, de ce que vous nous expliquez, Patrick Dehaye. Professeur Rey, une dernière question avec vous également. C'est Covid party, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais enfin c'est ce qui court sur les réseaux sociaux. Mais je voulais venir avec vous sur cette immunité collective. Emmanuel Macron l'a redit ce matin. Il souhaite arriver à la vaccination de tous les Français. Est-ce que ça veut dire que nous serons tous immunisés ?
Jacques Rennes. Oui, enfin, personnellement, je pense que on pourrait avoir une stratégie d'obligation au-delà d'un certain âge, par exemple. Au-delà de 50 ans, on pourrait dire effectivement qu'il est souhaitable que tout le monde se vaccine. Après, pour les plus jeunes, c'est toujours une perception, un élément politique. Pour les plus jeunes, on risque d'avoir une immunité qui va être collective du fait de l'infection. Donc, c'est quelque part. Mais pour les personnes qui ont plus de 50 ans, je pense qu'il faut quasiment faire comme on fait avec la grippe pour les personnes fragiles. C'est leur envoyer, que l'assurance maladie leur envoie une proposition de vaccination. Ouais. Et ça, je pense que les gens sont attachés à ça. Les pharmacies et les généralistes peuvent maintenant utiliser Moderna, qui est vraisemblablement le vaccin le plus efficace. Et voilà. Et donc, je pense qu'on a les moyens, par ce biais-là, toujours dans un souci de protéger les plus fragiles et de protéger aussi notre système sanitaire pour qu'on puisse faire face, parce que ce qu'on ne fait pas actuellement en déprogrammant des interventions, etc., on ne peut pas le faire éternellement, on ne peut pas repousser. Donc il ne faut pas que cette histoire dure des mois et des mois et des mois. Alors, on va aller au 0826 300 300 retrouver Christian qui nous a appelé de Saint-Quentin dans l'Aisne. Ah, il est parti. On me signale qu'il n'est plus là. Il est parti. Jacques Rennes et Patrick Deshaye, la vaccination reste le seul moyen aujourd'hui, vous dites, et vous le répétez, on va dire de pas forcément sortir, parce qu'il y a des chiffres qui sont inquiétants. Je prends la situation, par exemple, en Israël. La situation se tend. Donc, c'est une protection plus qu'une issue une sortie du tunnel, c'est ça que vous dites, Jacques Rennes? Oui, on va vraisemblablement avoir une phase de plateau qui va durer à un niveau plus faible. À cause du Delta, ouais. À cause du Delta. Et on n'est pas à l'abri d'avoir d'autres variants, puisque le Delta a quand même acquis des caractéristiques qui font souci quand même sur effectivement la contagiosité et le fait que la protection n'est pas si simple que ça à obtenir. Patrick Deshaye, avec vous, dernière question pour l'Agence régionale de santé en Nouvelle-Aquitaine. Donc vous dites les chiffres sont en train de en tous les cas, se stabilisent. C'est l'information que vous donnez, mais c'est pas pour autant qu'il faut relâcher les mesures. Les chiffres se stabilisent, mais nous allons être contraints de gérer les conséquences de l'augmentation qu'on a eue il y a quelques semaines. C'est-à-dire, c'est maintenant que se produit l'augmentation des hospitalisations et notamment réanimation. Un point effectivement important sur la proposition de proposer ou d'inciter encore les personnes non vaccinées, les plus âgées, à venir se faire vacciner en adressant des rendez-vous. Il y a des expérimentations qui vont être menées de cette manière-là. Effectivement, dans certains départements, avec l'assurance maladie, on va mettre en place cette proposition. Et puis juste quand même, parce que vous avez cité Israël comme qui a effectivement à nouveau des taux d'incidence élevés. Oui, mais il y a une certaine décorrélation avec la saturation hospitalière, justement parce qu'ils sont très vaccinés. Oui, il ne faut pas s'arrêter forcément toujours sur le premier chiffre ou la première indication. Il faut aller un peu plus loin dans le raisonnement. Merci. Oui, Jacques Rennes. C'est l'hétérogénéité. On a des populations au sein même, donc on a des populations différentes, des communautés différentes, et donc il y a même une étude là, qui a été publiée donc sur le sud qui vaccinerait un peu moins que le nord, ou pour des raisons diverses et variées. Donc je crois qu'il faut tenir compte aussi de ces éléments, et c'est important qu'il y ait cette régionalisation et attention vis-à-vis des différentes situations pour essayer de s'adapter, donc pour limiter les dégâts. Merci beaucoup, professeur Rennes, d'avoir été avec nous, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Montpellier. Bon courage à vous et à vos équipes. Et Patrick Deshaye, également conseiller médical et du directeur général de l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, d'avoir été avec nous ce midi sur Sud Radio pour évoquer cette situation.